Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous sommes à nouveau parmi vous, heureuses de vous retrouver. Il y a 2 femmes ce soir et 2 hommes, enfin cet après-midi. Et puis, pour vous parler des monnaies locales. Nous vous avons déjà instruit de ce thème-là avec l'association Vive. Je crois que ça vous a intéressé parce qu'on a eu beaucoup de retours. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin avec les traditions de création de monnaie que nous connaissons à la Martinique, plus une monnaie virtuelle, en dehors de la monnaie qu'on vous a présentée avec Vive, qui est le Koui. Voilà, donc ça c'est le programme pour cet après-midi. Et pour cette émission-ci, je vous rappelle que si vous avez à communiquer avec les invités, ils vont vous donner toutes leurs coordonnées. Vous pourrez appeler Zouk TV et 71 27 27, laisser vos demandes, demander à les contacter. Vous aurez donc leur site, leur téléphone éventuellement. Et puis, faites-nous part aussi s'il y a des choses que vous aimeriez voir discuter, etc. Demandez, échangez avec nous, puisque nous savons que l'émission fait désormais partie de votre vie, je dirais pas quotidienne, parce que c'est une émission mensuelle, mais enfin, vous êtes habitué à la voir 1 fois, 2 fois par mois, et voilà, les thématiques ont l'air de vous intéresser, mais nous les décidons de manière unilatérale. Donc, allez, posez vos demandes également. Nous serons heureux, si nous en avons les moyens et les spécialistes, de répondre à vos demandes. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous demande de vous concentrer un petit peu. C'est aussi un peu d'histoire. Et puis, vous allez voir, c'est aussi un thème passionnant, même si ça parle de monnaie, qui n'est pas tant que ça un sujet de débat que nous avons au quotidien. Nous savons que la vie est chère, mais très souvent, c'est aussi la monnaie que nous utilisons qui la rend chère. Donc, on va voir un petit peu comment on débat de tout cela. Donc, je vous présente mes invités. Vous les connaissez déjà en partie. C'est Madame Rolande Bosfort, qui est donc qui est historienne. Donc Rolande est venue nous parler du Caïdon. Voilà. Donc Rolande est historienne, ne l'oubliez pas. Je vous ai présenté son livre avec Monsieur Armand Nicolas, qui est aussi notre grand historien, un livre. Alors vous voulez déjà dire le titre? Alors, militant et militantisme communiste à la Martinique de 1920 à 1971. Alors, c'est une thèse de doctorat, c'est un livre très, très, très riche. C'est vrai qu'il est volumineux, mais ça ne signifie pas que, de le signaler ne signifie pas que vous devriez vous décourager de le lire, parce qu'il est très important que nous connaissions l'histoire dans les détails, et c'est ce que fait Rolande, qui vous livre donc un travail de thèse, donc très, très, très érudit, et qui mérite donc d'être dans votre bibliothèque, ou en tout cas dans votre environnement proche, parce que c'est la partie notamment qui est à l'origine même de la fondation de notre société. C'est important qu'on la comprenne bien pour comprendre justement l'évolution de la société d'aujourd'hui. Donc Rolande vous parlera du caïdon, qui était une monnaie qui avait cours sur les plantations. Oui. Sur certaines plantations. Voilà. Et puis, nous avons David. C'est David en 2 mots. David tout simplement. David tout simplement. Alors, sur Facebook, vous allez le trouver en 2 mots. Il s'est coupé en 2. Il s'appelle David. Alors, David vient nous parler du Wiscoin. C'est comme ça que ça se prononce? Wiscoin. Et qui est une monnaie virtuelle. Je vous laisse avec lui, vous allez débattre, il va vous raconter un petit peu comment le projet est né, qu'est-ce que ça signifie une monnaie virtuelle, parce que vous n'avez rien en main, vous êtes totalement dans le système un peu des cartes de crédit, du paiement non dématérialisé, voilà. Et puis nous avons Didier, que vous avez déjà rencontré. Et lorsque nous avons présenté l'association Vive, vous vous rappelez? Eh bien, il a créé le Koui. Je vous ai parlé de cette monnaie très colorée qui est imprimée
Là, c'est de monnaie papier. Voilà. Didier, vous voulez... voilà. Je me permets. Voilà, par exemple, ça c'est un couille. Non, ça c'est 10 couilles, un couille. Voilà, un couille, mais il a utilisé tous les personnages de notre environnement politique, historique, etc. Tous ceux qui sont aussi nos grands penseurs. Ici, vous avez François Fanon. Alors ça, c'est un couille. Là, vous avez vu? Non, ça c'est 0 centime, 50 centimes de couille. Aimé Césaire? Aimé Césaire est moins cher que François Fanon. Bon, écoutez, François Fanon, c'est un couille et Aimé Césaire, 0,50 centimes. Alors, il y en a qui sont bien plus chers, mais vous savez bien que Aimé Césaire vaut bien plus qu'un couille. Alors, donc, Didier va vous parler de cette monnaie qui est déjà en circulation, Didier. Hein? Oui, au sein du réseau. Bonsoir déjà. Bonsoir, voilà. Au sein du réseau, mais je vous parlais globalement des monnaies locales et qui serait quand même opportun de se pencher dessus au-delà de l'aspect économique. D'accord. Mais voir au niveau culturel et comment territorialiser entre guillemets nos richesses et puis essayer d'encourager les créateurs de richesses qui sont si nombreux chez nous. Et puis, David va nous emmener hors la Martinique, parce que c'était une personne très entreprenante qui a justement dans les projets qui sont, je vais dire, proches, hein, qui est déjà dans les démarches pour étendre son réseau et les autres îles, ou en tout cas les autres régions de France outre-mer, sont intéressées aussi par sa monnaie, donc sa monnaie virtuelle. Donc il vous en parlera. Mais on va commencer, donc rebonsoir Roland. On va commencer par Roland qui va nous raconter un petit peu d'abord ce que c'était que le caïdon. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent le pourquoi de la création du caïdon, il faut mettre en place le décor. Donc, le caïdon est créé entre 1858 et 1860. Donc, entre la fin de l'esclavage et jusqu'à la fin des années 30, la population rurale est très importante à la Martinique. Alors, une très grande partie de cette population rurale est composée d'ouvriers agricoles et d'ouvriers d'usines. Donc, travaillant sur les habitations de canne à sucre, dans les usines sucreries. Et ce sont en majorité les descendants des anciens esclaves, les descendants aussi des immigrés indiens. Donc, ils sont désignés à partir, après l'abolition de l'esclavage, comme des salariés. Ce sont des salariés. Donc, des salariés qui travaillent soit sur les grandes plantations, soit dans les usines sucreries. Les petites et les moyennes exploitations, c'était une main-d'œuvre familiale. Donc, ils travaillent dans ces grandes plantations. Donc, ces grandes plantations dont les propriétaires étaient les colons blancs qui avaient pu et su garder la propriété des terres cultivables en sucre, et il fallait qu'il ait cette main-d'œuvre. Donc, c'est ce qui est important, la main-d'œuvre. Comment avoir cette main-d'œuvre et comment la fixer sur le sol. Alors, les travailleurs agricoles, ils vont réclamer toujours, à chaque début de récolte, ils vont réclamer des salaires, une revalorisation des salaires. Mais les usiniers et les planteurs se font tirer l'oreille et ne revalorisent très faiblement ce salaire. Donc, ils ont un salaire qui était au départ journalier et qui devient un salaire à la tâche, un salaire au rendement, et ils sont payés en fin de semaine. Donc, de salaire journalier, on arrive à un salaire de fin de semaine. Alors, le salaire est très faible, comme je vous le disais, mais ce qui est au début du siècle est de 1 franc. Mais ce qui est important, c'est pas tant ce salaire que le prix des denrées du quotidien, le prix de la morue, le prix des salaisons, le prix du riz, le prix du pain, de la viande, de l'huile, du pétrole. Donc, il faut mettre les deux face à face. Et le prix de ces denrées du quotidien ne fait qu'augmenter. Et le salaire, il
n'augmente pas, il augmente très faiblement. On n'a qu'à se rappeler la grande grève de 1900 où les ouvriers chantaient Maman, Monsieur et Michel, pas les bails des francs. Donc, ils étaient très remontés contre ce système. Et ce qu'ils cherchaient, c'était d'aller travailler ailleurs. Le franc existait déjà, alors? Non, c'était pas ce franc-là. Ce franc-là, d'accord. C'était pas le franc. Mais c'est le symbole de... Voilà, oui. Le franc a subi beaucoup de transformations depuis cette période. Et ce qu'ils cherchaient, certains cherchaient à fuir ce système qui était pratiquement un système qui ressemblait au système esclavagiste, être sur la terre et puis avoir un salaire de misère, ne pas pouvoir nourrir sa famille. Donc ils cherchaient à aller dans les bourgs. Le port, après l'éruption de la montagne Pelée, quand Fort-de-France devient chef-lieu, ils cherchent à aller à travailler sur le port. Alors, pour fixer ces travailleurs... Parce que les salaires étaient plus valorisants. Oui. C'était des salaires d'artisans. Même les ouvriers d'usine avaient un salaire plus intéressant dans la mesure où l'ouvrier, c'est quand même quelqu'un qui a un talent reconnu. Ils savent faire les feux, ils savent réparer les machines. Donc, ils étaient mieux payés. Mieux payés que le coupeur, que la mareuse, enfin, que tous ceux qui étaient dans les champs. Donc, les ouvriers agricoles vivent difficilement et pour ne pas risquer de les voir partir, il paraît que c'est Fernand Clerc, grand propriétaire à Vivey, au Lorrain, qui décide il fait apparaître ça aux autres comme une œuvre philanthropique. On va aider les ouvriers en leur donnant une avance sur le salaire. Et c'est de là que naît le caïdon. Alors, cette avance sur salaire, ce caïdon, va prendre la forme physique, on parlait de forme physique, d'un petit carré de métal, soit du cuivre, soit du zinc, ou encore, quand on n'avait pas ce métal, on va prendre un bout de carton dur sur lequel on va frapper les initiales du planteur. Les planteurs avaient eu l'autorisation du gouverneur pour le faire. Et chaque planteur va émettre ses propres caïdons. Alors, la perversité du système, c'est que le caïdon ne pouvait être utilisé que dans la plantation où ça avait été émis. On ne pouvait pas prendre son caïdon et puis aller acheter ailleurs. Et pour corroborer tout ça, les planteurs vont créer sur les plantations, bien à côté des usines, des boutiques d'habitation. Oui, je voyais le lien entre les deux. Voilà, des boutiques d'habitation. Comment on les appelait? Les débits de la régie? C'était le débit de la régie parce que c'était contrôlé par... le planteur, enfin c'était contrôlé la par le gouverneur qui envoyait... C'était un peu... Mais c'est tenu par la femme du planteur, très souvent, du colon. Dans beaucoup de cas. C'était tenu par... je peux parler créole, il n'y a pas de souci. Ah oui, bien sûr. Par la maman Iche. Il avait sa femme légitime et puis il avait sa maman Iche, c'est-à-dire une femme. Voilà. C'est elle qui, le plus souvent, tenait... Dans certaines documentations, on parle de la femme du planteur. Mais bon, il y a femme et femme, on est bien d'accord. Et à cette époque, on n'employait pas le mot maîtresse. Donc, sur la boutique de l'habitation, on est obligé d'acheter sur la boutique de l'habitation. C'est ça. Donc, c'est dans ce sens que c'était un système très fermé, très fermé. Contraignant. C'est ça. Et ce caïdon, je ne l'ai pas dit, avait une valeur de 50 centimes. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois, je dis quelquefois, le plus souvent, cette avance, quand le samedi arrivait, quand on enlevait tous les caïdons utilisés par tel ou tel ouvrier, il ne lui restait plus rien. Ah oui. Il ne lui restait plus rien. C'est dans ce sens que c'était un système assez pervers. Et comme il ne lui reste plus rien, il est endetté vis-à-vis du planteur, il est endetté vis-à-vis de l'usine et il doit rester travailler. Il ne peut pas aller acheter ailleurs parce que, par exemple, dans les boutiques du bourg, la morue, les salaisons, il y avait 3 choses qui étaient moins chères, mais il ne pouvait pas aller. Donc, ça faisait déjà une parce que cette monnaie n'était pas une monnaie d'échange dehors de la plantation. C'était vraiment dans le circuit de la plantation.
Et c'est dans ce sens, je vous dis, c'était pour les fixer, pour les obliger à rester sur la plantation. Alors, heureusement, au cours de toutes ces grèves, il y a eu la grève de 1900, il y a eu pas mal de grèves où les ouvriers dénonçaient ça, et certains hommes politiques, par exemple la Gosilière, qui a dénoncé fortement le caïdon quand il arrive. Et en 1912, la pratique du caïdon sera supprimée. D'autres pratiques aussi qui fixaient les travailleurs aussi seront supprimées. Donc, ça apparaissait comme une solution avantageuse, puisque c'était comme un acompte, mais ce n'était pas une solution du tout avantageuse. Ça a eu pratiquement un demi-siècle d'existence. Oui, pratiquement. Quand même. D'accord. Alors, quel fut le rôle de ce caïdon? C'était surtout attacher la main-d'œuvre à la plantation ou à l'usine. Pour s'assurer que la coupe de canne commencée serait toujours terminée. Bien sûr. Le compte des ouvriers agricoles était toujours débiteur. Ils restaient liés à leur béquet et à l'habitation. Le caïdon permettait de mieux contrôler la présence des salariés et de les attacher sur ce lieu de travail. Alors, paraît-il que c'est Jacques Adélaïde Mayrland qui l'avance, que le terme caïdon serait d'origine indienne. C'est pour ça que j'avais la question, j'allais vous la poser, parce que les Indiens utilisent beaucoup ce terme-là, et ils disent effectivement qu'ils ont connu cette monnaie-là, parce qu'ils l'ont utilisée sur les plantations, mais on ne sait pas de manière très sûre la signification que cela a. Alors, il dit que ça signifie fiche. Fiche, c'est-à-dire fiche, un papier sur lequel était fiché justement, parce que au départ, les immigrés indiens n'avaient pas de salaire, puisqu'il fallait rembourser le prix du voyage, il fallait rembourser un tas de choses à celui qui les avait fait venir. Donc sur une fiche, on écrivait tout ce qu'il avait fait comme travail et ce que ça valait. Donc, et c'est de là, paraît-il, d'après Jacques Adélaïde Mayrland, que le mot caïdon a fait son apparition et qu'il a été utilisé un peu par tout le monde. Parce que c'est Fernand Clerc, je vous ai dit, qui a mis sur pied le système. Il a fait apparaître comme une œuvre philanthropique pour contrôler la main-d'œuvre de sa plantation de Vivey. Ensuite, le système va essaimer dans tout le centre sucrier du Nord-Atlantique et puis sur toute la Martinique. Mais très souvent, j'ai lu quelque chose sur une plantation de Rivière-Salée. Sur la plantation de Rivière-Salée, on parlait de fiches. On disait que le système de fiches a disparu. Et on donnait la même date, 1912. Donc, si vous avez des questions sur le caïdon, il n'y a pas de souci, je suis... En fait, c'est plus une réaction. Effectivement, le caïdon a été utilisé pour maintenir, d'une certaine manière, un système esclavagiste. C'est-à-dire que, certes, il y a une abolition, les Martiniquais, les nègres, et on a obtenu notre abolition. Et suite à ça, ceux qui avaient le pouvoir économique, ils ont mis en place un outil qui a fait que, au final, on reste dans le même système où on doit travailler sur l'habitation. Et on utilise cet outil-là. Donc c'est en ce sens que on peut voir avec ça que l'outil monétaire permet, si on l'utilise dans un sens négatif, permet de faire beaucoup de mal au final. Oui, ça a permis de contrôler ces ouvriers agricoles qui finalement auraient peut-être préféré avoir tous peut-être un lopin de terre. Il y avait qui avaient des lopins de terre, mais pas suffisamment étendus pour pouvoir se passer d'aller travailler sur la plantation, d'aller travailler pour les gros planteurs. Parce que il y avait aussi une moyenne et une petite propriété.
des moyens des petits propriétaires, mais ils n'avaient pas suffisamment de terre pour vivre de leur terre. C'est ça. Ils vivaient de leur terre, mais il fallait compenser par un travail aussi, soit à l'usine, soit Oui, sur ils allaient la terre de 2-3 jours dans la plantation. semaine. Mais alors, la question de la fiche, je me la représente difficilement. Comment le caïdon a été traduisait, en fait, le débit, hein, une forme de débit que de l'employé, enfin du salarié vis-à-vis de l'employeur, parce que le caïdon a fonctionné véritablement comme une monnaie d'échange. Et on obtenait de vivre ou de salaire, de vivre, en tout cas, de moyens de vivre, hein, d'alimentation, d'aliments, que en échange des caïdons. Donc c'était une monnaie d'échange. Oui, puisque l'ouvrier agricole pouvait aller à la boutique il demandait une avance d'un certain nombre de caïdons, on le lui donnait, et il allait avec son caïdon à la boutique de l'usine et il achetait des denrées alimentaires ou autre chose. Il y avait Mais il contrôlait ses dépenses, puisque le caïdon, vous avez dit, valait 50 centimes. 50 centimes. Donc il en achetait pour 50 centimes. Mais s'il demandait, je sais pas, un certain nombre de caïdons, s'il en demandait 5, s'il en demandait 10, ça pouvait dépasser son salaire, dans la mesure où il y avait d'autres restrictions, comme par exemple, on prend le cas de la demi-journée. Il faut savoir qu'un travailleur agricole qui a manqué une demi-journée est amputé d'une journée de salaire. Si par exemple il est venu travailler le matin et puis pour une raison quelconque il s'en va, même s'il avait averti le géreur, eh bien il est amputé d'une journée alors qu'il n'a manqué qu'une demi-journée. Oui. Il y a aussi le piquant. Le piquant qui réduisait les salaires, c'est-à-dire que si, pour toute malfaçon faite sur la coupe d'un pied de canne, puisqu'il fallait couper 300 pieds, et puis... c'est la tâche, c'est ce qu'on appelle la tâche. Et couper chaque canne à 1 mètre. Et s'il y avait une malfaçon, si c'était mal coupé, eh bien à ce moment-là, on enlevait une partie... du salaire de la journée. De la tâche. Donc, alors, est-ce qu'on sait, donc dans cette période-là, 1858-1912, date de son abolition, est-ce qu'on sait combien valait la journée de travail? Ça veut dire, ça signifie que si, comme... pour la tâche, parce qu'on calculait à partir de la tâche. Est-ce que dans cette période-là aussi, on calculait de cette façon-là, c'est-à-dire à la tâche, on travaillait à la tâche et non pas à la journée. Et à ce moment-là, combien de caïdons recevait un travailleur, un ouvrier, pour une journée? Alors, tout son salaire n'était pas un caïdon. D'accord. Tout son salaire, le caïdon est un acompte avance sur salaire, c'est-à-dire on peut demander la moitié, on peut demander le tiers. Alors, au début du siècle, le salaire d'un coupeur était 1,50 franc. Et beaucoup plus tard, vers les années 1920, bon, le caïdon est déjà supprimé, vers les années 1910, 2,50 francs pour le coupeur. Il faut dire que le coupeur, c'est dans les champs, hein, c'est celui qui touche le plus. La mareuse, le carbouretier, tout ça, il touche moins. Ceux qui travaillaient à l'usine touchaient beaucoup plus. Oui, le travailleur d'usine touchait beaucoup plus puisque, je vous ai dit, il est considéré comme un travailleur à talent. Donc il a un talent, il sait faire quelque chose, donc il touchait beaucoup plus. Tout le salaire, je répète, n'était pas donné à caïdon. Le caïdon n'est qu'une avance sur salaire, un acompte que l'on demande si on veut. À la fin de la semaine, on est payé en francs, on est payé normalement. D'accord. C'est dans ce sens que si on a abusé des caïdons, eh ben, quand on vient chercher son salaire, eh ben, on n'a plus rien. Alors l'intention, vous dites, c'était d'attacher. Ce qui nous intéresse, c'est de... Didier, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai une petite analyse. Alors je suis ravi, vraiment ravi, Roland, je me permets, qu'on introduise historiquement le caïdon. Parce qu'il faut savoir que moi, depuis quelques années, dans mes conférences illustrées, pour évoquer les monnaies alternatives, le premier exemple que j'évoque, avec des diagrammes et puis des illustrations à l'appui, c'est le caïdon.
Mais au-delà de l'effet monétaire, et moi aussi, je vais me permettre le créole, au-delà du véglage, parce que c'était un véglage que Fernand Clerc avait introduit, parce que ça a été dupliqué, ça a tellement bien fonctionné, ça a été dupliqué en matière de jetons, dans les habitations du Larentie notamment, des jetons pour les charbonnières, pour les lavandières, et le modèle plaisait, mais plaisait aux possédants. Moi, j'ai un petit aparté, s'agissant du Caïdon. D'ailleurs, il y a une rue du Caïdon près de l'église de Sainte-Marie. Oui, c'est vrai. Comme je le dis, moi, j'avais fait mon enquête sur le phénomène monétaire. C'est un outil qui a permis de territorialiser, en fait, la richesse, entre guillemets, si on peut parler de richesse, des nouveaux libres. Et c'était l'outil parfait pour domestiquer, en fait, les besoins. Et même si c'était en 1800, vous savez, moi je fais très souvent le parallèle, et de toute façon je le fais encore, pour qu'on analyse la structure en fait de ce fameux cercle qu'on ne peut pas qualifier de vertueux, au contraire, c'est plutôt un cercle vicieux. À l'époque, on avait un détenteur, un émetteur de Caïdon qui est aussi le propriétaire des fameux débits de la régie, donc le propriétaire de l'habitation, du débit de la régie, mais c'était aussi lui qui éventuellement proposait des outils pour se déplacer. Quand je dis ça, je parle des charrettes, des cannes, des choses, et qu'il y avait la possibilité, ce qu'on n'explique pas aussi, c'est qu'il y avait la possibilité d'acheter via les caïdons éventuellement, enfin les avances, quelles qu'elles soient, des moyens de se déplacer, de déplacer autant les marchandises que les personnes. Alors pourquoi je suis aussi précis sur ça, c'est que je vous renvoie juste à notre époque, en 2018, où on a effectivement le même schéma structurel. Et il faut bien qu'on comprenne ça. C'est-à-dire que là, je ne veux pas effrayer tous ceux qui nous écoutent en matière de monétaire, mais il faut bien comprendre la structure de ce qui se trame là. C'est-à-dire qu'on a des propriétaires, en tout cas des détenteurs de capitaux et de biens, qui ont décidé à une époque, à un moment de notre histoire, de proposer des produits importés, farine, et des produits qu'ils fabriquent sur place, même le rhum, dans une entité où nous-mêmes, on met le peu de richesse qu'on a, voilà, pour essayer de vivre au quotidien. Et ces mêmes personnes sont détenteurs, effectivement, de biens, je veux dire, mobiles, à savoir des charrettes, des choses comme ça, pour nous proposer des moyens de locomotion. Et tout ça, c'est fermé dans un cercle. Pour aller au débit de la régie. Ça, c'était exactement leur propre débit de régie. Alors, c'est le même schéma. D'accord. Alors, c'est intéressant puisque les monnaies, alors soit matérielles, soit dématérialisées que vous proposez, ont le projet justement de désenclaver le circuit d'achat puisqu'on est enfermé dans ce même système de consommation. C'est cela qui est intéressant. Ce qu'on ne perçoit pas peut-être suffisamment avec le caïdon, c'est le fait que c'était juste en fait une formule qui permettait d'accéder à la consommation en fait, puisque vous n'aviez pas ça n'était pas un salaire, mais ça vous autorisait à aller acheter. Donc c'était un accès à la consommation, c'était pas une vraie monnaie comme on l'a cru, parce que beaucoup de gens ont cru que c'était une monnaie d'échange. En fait, c'était ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça serait, c'est le prêt bancaire, prêt à la consommation. C'est juste dire, voilà, on peut acheter, on peut posséder, mais financièrement, on n'a pas encore vraiment déboursé la somme. Donc on peut voir ça aussi de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant, pour nous, ce qui serait intéressant, c'est de comparer les projets que vous avez. Comment vous envisagez de désenclaver ou alors de rendre vraiment le consommateur maître de ses achats et puis non pas débiteur d'un système, mais responsable à son niveau de sa décision d'être un acheteur. Et c'est pour cela, chers téléspectateurs, qu'on voulait justement faire le lien entre ces monnaies, parce qu'on vous a déjà parlé de la monnaie du Cuy.
Et puis, de l'idée des monnaies locales. Hein. Moi, je vous avais dit que la France est l'un des pays où il existe le plus de monnaies locales. Et c'est une monnaie qui est autorisée par la loi. Mais c'est vrai que le dire comme ça et vous demander de l'utiliser, ça vous ferait peur. Mais vous n'êtes pas du tout dans la configuration du caïdon. Et c'est cela qui est intéressant, que nos amis vont décortiquer maintenant pour que vous voyez la différence et que vous décidiez peut-être d'entrer dans le circuit, puisque ce qui va donner vie à ces formes de monnaie, des monnaies locales ou de monnaies dématérialisées, ça sera votre décision d'être des utilisateurs, en fait. Parce que avec l'euro ou les monnaies imposées, alors c'était le franc, Roland va nous faire un petit peu le lien entre le franc et le caïdon, mais c'était le franc à l'époque, et on l'a gardé beaucoup. D'ailleurs, regardez le franc CFA pour les Africains, dans quelle situation ils sont. C'est véritablement, ils sont véritablement tenus, empêchés de se développer et empêchés de consommer en dehors du circuit qui est défini justement par la zone CFA. Donc, même entre pays africains, ils ont du mal à fonctionner ensemble et à échanger véritablement. Donc, on voit ça d'abord et puis ensuite, vous allez nous expliquer votre système. Et après, on va essayer de faire, d'établir des liens pour vous expliquer finalement en quoi nos jeunes chefs d'entreprise ont bien compris la situation dans laquelle nous sommes et vous proposent des solutions. Maintenant, c'est à vous de les analyser et de décider d'entrer aussi dans le cercle pour faire que nous sortions de cette sorte de, comment on va dire ça, c'est une forme d'esclavage très subtil et Roland a utilisé le terme enfin, vous avez dit que le Claire avait présenté la création comme une œuvre philanthropique, quelque chose voilà. pour aider voilà, les pauvres ouvriers, les pauvres ouvriers agricoles, pour leur permettre justement de consommer. Alors, comme DJ, oui, le disait, à la boutique de l'habitation, il y avait le débit de la régie. Il n'y avait pas que des denrées alimentaires. On pouvait acheter d'autres choses. Ceux qui avaient, c'est pas moi, des ânes ou des chevaux pouvaient acheter la selle. Il y avait plein de choses qu'on pouvait acheter qui se trouvaient derrière. Mais c'était déjà des produits d'importation. C'est ce qu'il dit, c'est ça. Dès le départ, voilà. Le colon se transforme déjà en importateur de produits étrangers et dès la plantation, le travailleur, l'ouvrier, est déjà dans cette accoutumance-là, de consommer d'abord des produits qui ne viennent pas d'ici, et puis qu'il doit payer. Ce qui est important, il faut savoir que les gouverneurs avaient autorisé ce système. Oui. Ils avaient autorisé ce système, donc les habitants, les grands propriétaires pouvaient justement battre leur monnaie. Absolument. Mais une monnaie qui ne pouvait être utilisée que chez eux. Alors, mais quel pouvoir! Voilà. Parce que aujourd'hui, seul l'État frappe la monnaie, n'est-ce pas? Enfin, sauf pour l'Afrique, c'est la France qui frappe la monnaie de l'Afrique. C'est quand même assez... Bon, mais vous voyez, alors, chers téléspectateurs, c'est bien vous expliquer le fonctionnement du système. Didier a commencé à le faire, il va le terminer. Mais on voit donc le franc, l'argent, qui a sa valeur... Qui a sa valeur. C'est pas... Enfin, bon nombre de nos téléspectateurs n'ont pas connu le franc de ce début du XXe siècle, puisqu'il y a eu plusieurs revalorisations. C'est pas le nouveau franc, c'est même pas celui qui était avant. Et la pièce a été aussi remaniée dans sa... Voilà, bien sûr. Mais cet argent, ce caïdon, était déduit du salaire en francs. Et il recevait ce qui restait en francs. Et c'est avec ce qui restait en francs qu'on pouvait aller à la boutique du bourg où les choses étaient moins chères. Donc vous avez dit que le salaire était 1,50 pour le coupeur. Pour le coupeur. Peut-être pour d'autres moins que cela. Donc si un coupeur...
On est, au début du XXe siècle. Voilà, pour 1,50, il reçoit après 3 la guerre, caïdons. les choses vont changer. Vont changer. Vont augmenter Mais pour un peu. pour 1,50, il reçoit 3 caïdons. Non. Celui qui a 1,50 Alors, de salaire, de francs. celui qui a un franc, c'est pas 1,50 franc, c'est le salaire horaire Oui. de sa semaine. D'accord. Bon, mais s'il fait, ça dépend du nombre d'heures D'accord. qui est fait. Supposons qu'il a fait un certain nombre d'heures. Mettons et 10 qu'il heures, a donc ça lui 10 heures. fait, d'accord. Il a droit à 15 Oui, francs oui, ou quelque bien à chose 20 comme ça. francs. D'accord. Et qu'il a acheté 5 Pour 5 caïdons. Oui. Il a utilisé 5 caïdons. D'accord, ça lui Donc, fait 2 francs 50. 2 francs 50. D'accord. Quand il viendra prendre son salaire le D'accord. samedi, Il va lui on va rester ôter 7, 2 francs ouais. 50 D'accord. sur ces 15 Donc francs. vous aviez Mais il y en a compris qui, comment- peut-être D'accord. pour des raisons, à un moment, peut-être s'il y avait Pour des une besoins du communion, un moment, baptême, un enfant malade, il fallait acheter à manger pour que les enfants puissent manger, à la rentrée des classes, etc. Parce qu'il y avait aussi quelques-uns qui essayaient d'envoyer les enfants à l'école. D'accord. Et bien, quelquefois, le nombre de caïdons utilisés dépassait le salaire de la semaine. D'accord. Donc le carnet de crédit n'existait pas avant le caïdon, mais après la relève. Le carnet de crédit crédit. va prendre la relève, C'est c'est ça. ce que j'allais dire, Donc, c'est va prendre la l'équivalent. relève C'est du ça. caïdon. C'est Et dire, le système ne va pas changer. Voilà, je parce peux que acheter, je peux consommer, je peux acheter, mais à un moment, il faut voilà, payer. C'est écrit à un moment donné. Sauf qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu payer. Alors, voilà, vous deux. Alors, pour rester dans quelque chose d'assez qui ressemble un peu à une monnaie locale. Alors, du coup, le caïdon, c'est intéressant qu'on en parle en termes de monnaie locale, mais vous avez vu, c'était un attrape-nigo, c'était tout ce que vous vouliez. En tout cas, c'était une arme stratégique. C'était une manière de... Alors, Vive n'a pas conçu d'arme stratégique. Hein? En concevant le QUI, Vive a cherché plutôt à émanciper son consommateur. Dire qu'il n'y a pas de stratégie, si, mais pas tout à fait la même que Non, le caïdon. pas la même, bien sûr, bien sûr. Non, le caïdon, si vous voulez, moi j'ai analysé le caïdon avant mes conférenciers d'esprit pour expliquer que c'était une approche pertinente. Donc pour le but premier, hein, le but vitrine étant de permettre à ceux qui en bénéficient d'avoir des avoirs, de consommer au quotidien, mais la finalité est plus que perverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits de la boutique d'habitation, ces produits étaient beaucoup plus chers qu'à la boutique du bourg, qu'à la boutique du chef-lieu. Mais ils ne pouvaient pas aller avec le caïdon à la boutique du bourg, puisque le caïdon n'était valable que sur la plantation. Roland vient souligner particulièrement l'intemporalité de nos mots aux Antilles. Alors, je vais m'expliquer. C'est parce que là, on évoque un mal qui nous a attrapés, qui nous a attrapés au 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais c'est précisément le même qu'on vit aujourd'hui. Alors, pour faire très simple, je ne veux pas verser dans l'intellectualisme, mais que tout le monde comprenne, que tous ceux qui nous écoutent comprennent et nous voient, bien au-delà de la Martinique, que l'habitation, je veux dire, le débit de la régie, je dis considérer que ce sont les grandes surfaces actuelles. Voilà. C'était les grandes surfaces du 19e siècle. C'est tout. Mais c'est là que vous avez appris à consommer c'est exactement la même produits chose. de l'ailleurs. Des produits d'importation ou sinon des produits transformés sur place par exactement les mêmes distributeurs importateurs. Et le caïdon, c'est le système de crédit à la consommation. Quand je vous ai évoqué le parallèle avec... Roland a évoqué les accessoires pour les mulets, pour les mules, les accessoires et puis et produits dérivés autour de la charrette elle-même pour se déplacer. Vous faites aucune illusion, hein. Les concessions automobiles. Hein. Voilà. Et on reste justement dans ce petit précaré là, bien avec la complicité de l'État, puisque le gouverneur c'est l'État, et on a des droits qui dépassent ceux d'un citoyen normal, parce que frapper la monnaie ne serait-ce que ça, et puis on le voit la mainmise sur les banques et les crédits qui sont accordés pour consommer et non pas pour produire, pour créer des systèmes qui concurrenceraient éventuellement ce qui est en place. Alors, quand vous avez conçu le projet de monnaie locale que vous appelez QUI, quel était, en dehors de... Donc, vous aviez commencé à l'expliquer. Quel était votre projet précisément? Parce que vous dites qu'il y a une stratégie derrière, on est d'accord,
puisque le caïdon, c'était, Roland a évoqué la dimension perverse du phénomène, mais vous, en tant que personne qui avait conscience justement de cette mainmise en tout cas du système. En fait, il n'a jamais changé. C'est ce que vous dites. Le système est resté tel qu'il est, sauf que il se modernise à mesure qu'on développe des produits qui sont le crédit, etc., et auxquels les populations adhèrent. Donc, l'ouvrier agricole qui était toujours ruiné et qui avait même sur son carnet de crédit des dettes qu'il n'arrivait jamais à éponger, eh bien aujourd'hui c'est l'IEDOM qui nous dit que nous sommes plus endettés ou alors on parle de surendettement. On est un petit peu, c'est le petit carnet de crédit qui déborde de manière plus moderne. D'accord. Donc on est dans l'idée qu'on est dans un système qui est resté fermé, un circuit fermé, et la mainmise des mêmes sur toute l'évolution de la société à travers justement une sorte de jeu très subtil entre l'État et les représentants de l'État, notamment de la France à la Martinique. Alors, pour être très clair, je suis ravi de nos échanges parce que je pense que la majorité de ceux qui nous écoutent et regardent vont bien comprendre que c'est juste la forme qui a changé. C'est ça. Et les noms. Et puis, certains outils qui se sont modernisés. Le carnet de crédit s'est modernisé. Bien sûr. Est devenu des établissements flambant neufs. Le débit de la régie s'est aussi modernisé. Il s'installe sur nos mangroves, au Robert, au Vauclin bientôt. Sur nos terres agricoles. Sur nos terres agricoles. Sûr. Voilà. Notre gouverneur ne s'appelle plus gouverneur, mais il valide toujours autant mais les mêmes process. On le voilà. voit, on voit en lui le gouverneur, maintenant, bien sûr. Voilà, je prends ça sur le ton de l'humour, mais la structure est restée intacte. Absolument. Et tant que l'outil monétaire ou l'argent ne fera pas partie de nos débats réguliers, pour commencer à comprendre ce que c'est, parce qu'on nous a désintéressés aussi de cet outil-là, pour comprendre. Mais aucun de nos politiques ni nos intellectuels ne nous a impliqués dans ces débats-là. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut surtout pas comprendre cet aspect-là. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure aux téléspectateurs que voilà deux personnes au moins qui ont réfléchi à au sens même de la circulation monétaire, de la forme que cette monnaie a et de l'usage qu'on en fait, soit pour emprisonner ou pour garder sous contrôle, soit pour libérer. Parce que on peut justement échanger en adulte et décider de se développer. Parce que ce que vous expliquez là, c'est en fait toutes les contraintes, les freins qui sont mis au développement du pays dès le départ. Et on le voit bien, on reste un peu dans un cadre colonial de plantation, et nos politiques sont dans des envolées autour du statut, etc. Mais ces questions-là qui sont d'abord qui touchent le consommateur de très très près, le citoyen si on veut, de très près, ces questions-là ne sont pas traitées. Non. Mais ça aussi c'est stratégique. C'est-à-dire, pourquoi allons-nous évoquer l'argent alors qu'il y a tant de sujets d'actualité qui l'ont toujours été d'ailleurs. Vous êtes comme moi, évoluant dans notre pays Martinique. On sait combien de combats ou combien de personnes se positionnent pour l'environnement, pour l'écologie. Étant moi-même un petit peu porté dessus, forcément, je m'y intéresse. Et pour tant d'autres sujets, on va voir apparaître des sujets et des thèmes intéressants, très tendances comme l'économie bleue. Silver economy, bien sûr. Silver economy, voilà. Et on parle d'environnement, d'écologie, mais à quel moment qu'on parle de l'argent, alors qu'on sait précisément, faut pas se leurrer, on sait précisément que c'est ça qui sous-tend toutes les autres activités. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a un tissu associatif. Heureusement qu'on l'a en Martinique. Heureusement qu'on l'a. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas. On aurait capoté. Étant moi-même membre actif d'une association, je sais ce que j'évoque.
Mais s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas comment on aurait tenu et économiquement, comment on fait pour aider ces structures qui finalement donnent de l'oxygène, font en sorte que tout ne pète pas en Martinique. Absolument. La société ne se fissure pas grâce à ce travail de bénévolat, d'ailleurs, très important. Mais on a basculé dans l'euro, avec l'euro, dans quelque chose d'horrible. Et aujourd'hui, le peu de gens qui réfléchissent justement au fait que l'euro, le passage à l'euro a créé un déséquilibre très fort et a jeté dans la désespérance beaucoup de familles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça ne sont pas, lorsqu'on parle de la précarité, du développement de la misère, parce qu'on a pratiquement entre 30 et 35% de pauvres à la Martinique, on n'évoque pas la question de l'euro, qui a été un facteur, qui a joué un rôle très important dans le développement de cette plus grande précarité. On n'en est jamais vraiment sorti, mais l'euro a joué un rôle important. Et ça, c'est la monnaie. Je veux dire, on vous parle d'une monnaie forte dans un pays qui n'a pas d'économie ou dont on ne structure pas l'économie pour que le pays soit producteur. Vous êtes dans des choses. Donc, vous proposez aux gens d'essayer de s'organiser dans la proximité pour échanger de manière plus équitable, parce que vous êtes au fond dans une formule de commerce équitable, de solidarité. Vous parlez d'entraide. Pour moi, le commerce équitable a une dimension aussi, c'est-à-dire c'est pas de l'entraide, je donne, tu donnes. J'ai une valeur. Mon produit a une valeur et je l'échange contre un couille, 2 couilles, 10 couilles. Donc là, je mesure aussi la valeur du produit que j'achète et je reçois en échange de la monnaie. Donc comment travaillez-vous avec cette je vais expliquer, parce que au-delà de la monnaie, on a parlé beaucoup de la monnaie, mais il faut qu'on perçoive que la monnaie est, quelle que soit sa nature, c'est un outil. C'est un outil qu'on met au service soit du plus grand nombre, soit d'un nombre un peu plus restreint et privilégié. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la monnaie qui est en activité servent le plus grand nombre de nos compatriotes. Voilà. C'est ça. Donc, c'est une question de vision. C'est deux visions qui s'opposent, mais vraiment diamétralement. Vous voulez expliquer, alors, on ne peut pas dire que la monnaie qui est en cours, ou qui est à court actuellement, sert les intérêts de beaucoup de Martiniquais. C'est ce que vous dites? Oui. Ça veut dire concrètement... J'affirme que cette monnaie-là est parfaite pour une tranche de la population. Mais contrairement expliquez-le. En matière d'enrichissement, c'est-à-dire que l'euro, comme toutes les monnaies entre guillemets supranationales, ce sont juste des accélérateurs de transfert d'argent d'une couche beaucoup plus modeste à une autre. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a réduit entre guillemets le goulot de l'entonnoir pour que la masse du plus grand nombre soit fléchée exactement, mais beaucoup plus rapidement. C'est comme une pompe aspirante, donc. C'est une pompe. C'est une pompe aspirante, mais dans un sens unilatéral. C'est une pompe. Vers les plus riches, les plus aisés, etc. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, on a des entités, entre guillemets, qui sont les parfaits entonnoirs. Ce sont, la vraie de le dire, mais ce sont les grandes surfaces où, évidemment, quand on injecte pour acheter, je prends comme ça un exemple, du saumon de Norvège, ne vous faites aucune illusion, la plupart de la masse monétaire qui est investie quand on achète ce saumon-là finit précisément dans le lieu d'origine, en Norvège. D'accord. Mais on est bien d'accord que ce système a empêché le pays de se développer. On est bien d'accord. Mais c'est le but. C'est le but. C'est pour ça que ça fonctionne. Non, c'est pour expliquer à nos téléspectateurs qui ne voient pas le lien entre le développement et la forme de monnaie qu'on a. Or, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. La façon dont la monnaie a fonctionné jusqu'à maintenant a bloqué tous les processus de développement du pays. On est d'accord. Derrière l'outil monétaire, il faut bien qu'on ait tous cette lecture-là. Derrière un outil monétaire, il y a un projet de société. Une vision, soit une vision arrêtée ou une vision transformatrice. Bien sûr. Voilà. Et je pense, sans trop me tromper, que mon voisin David, en deux syllabes, et Didier en un seul mot,
on est plus orienté vers la vision transformatrice que la vision, oui, c'est pour ça qu'on va écouter la vision David, traditionnelle. Oui. Mais c'est ça. Vous avez donc abordé les choses de cette manière-là. Il faut que les téléspectateurs voient un peu le lien entre le développement et l'argent. Ça reste un objectif pédagogique pour l'émission. Maintenant, je vois dans le livre de Klapopo, que je vous conseille, lui, il a parlé de l'Afrique. Alors, ça s'appelle Midcal, Mbongo, Benda. Ce sont des noms de monnaies qui ont existé, y compris dans l'Afrique ancestrale. Histoire monétaire de la souveraineté politique en Afrique. Et je vois qu'il parle d'une monnaie de convention et d'une monnaie marchandise. Est-ce que ça nous concerne et à quel niveau? Oui. Monnaie de convention ou monnaie marchandise? Alors c'est justement là, c'est vrai que sur le continent, j'ai cet ouvrage-là, un très beau ouvrage d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'il y avait plusieurs monnaies pour plusieurs usages. C'est ça, voilà. Donc une monnaie pour les transactions entre guillemets nationales, internationales. Quand je dis ça, j'évoque surtout des monnaies qui passaient entre guillemets les limites des différents royaumes. Là, je suis simpliste. C'est beaucoup plus étayé, mais c'est pour vous expliquer la pensée globale. Et des monnaies d'usage, des monnaies du quotidien, qui étaient vraiment usitées par tous les citoyens, entre guillemets, du dit royaume. Et dans ce que disait Roland, entre le caïdon et le franc, il y a quelque chose de cette nature-là, non? Oui, il y a quelque chose de cette nature-là. Enfin, c'était surtout assurer la continuité du travail, sous-exploité, mais du travail sur l'habitation. Mais parce que la monnaie et le franc napoléonien, en fait, faisaient régulièrement défaut sur nos territoires, Martinique, Guadeloupe. Oui, on a toujours manqué de liquidité. Voilà. Oui. Donc, l'émission entre guillemets monétaire, qu'elle soit formelle ou informelle, c'est imposé. C'est imposé. Ça n'est pas une idée de génie, mais ça a été une idée qui s'imposait d'elle-même économiquement. Il fallait trouver, pas un subterfuge, mais un moyen d'avancer certains avoirs monétaires pour pouvoir continuer à travailler, à avoir des résultats sur les exploitations. Voilà. Après, c'est ça, on a compris que c'était ce qu'a expliqué Roland, qu'elle a exposé très clairement. On a bien compris ça. Maintenant, nous, on essaye aussi de situer dans des cadres qui existent, objectifs, et qui nous permettent de lire notre histoire, non pas de manière un peu anarchique, mais justement en tenant compte de ces cadres-là. Et est-ce que notre monnaie caïdon, cette monnaie qui a existé à côté du franc, était une monnaie de convention, une monnaie marchandise? On peut se poser la question sur ces termes-là, même si on n'a pas la réponse vraiment. Mais je vais revenir à vous tout à l'heure, Didier. On va demander à David de nous dire, David, dites-nous comment vous est venue l'idée, quel souci vous aviez, quel projet vous avez, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très dynamique dans ce secteur-là et que vous êtes à la conquête de marchés, notamment en ce moment, de marchés qui vont élargir la zone d'influence de la monnaie Wiscoin. Wiscoin, effectivement. Alors déjà, bonsoir à toutes et tous, toutes celles et ceux qui nous regardent. L'idée de Wiscoin m'est venue tout simplement en écoutant, en regardant l'actualité. Il y a la crypto-monnaie Bitcoin qui est née en 2009 suite à la crise financière. Bitcoin, ouais. Et qui m'a intéressé. En fait, j'ai compris que c'est un intermédiaire des échanges, une monnaie qui n'est contrôlée par aucune autorité centrale. Aucune banque centrale au monde ne dirige le Bitcoin. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Pour une fois, effectivement, les utilisateurs sont maîtres de ce qu'ils veulent faire avec l'outil monétaire. Et donc, j'ai un peu étudié la chose et j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, soit je deviens le représentant de Bitcoin en Martinique, soit je fais mes affaires. Et généralement, quand je pose la question en ces termes, je finis par faire mes affaires. Et donc, j'ai créé Wiscoin. Wiscoin qui est, alors déjà, c'est l'assemblage de deux mots, Barmanti Wuspel, l'expression créole, Barman Love, Barman un répit, etc. Et coin, pièce de monnaie en anglais. Pièce de monnaie, coin. Mais alors, Bitcoin, c'était quoi?
Bitcoin, c'est un outil c'est une crypto-monnaie qui a cours aujourd'hui, qui permet d'acheter des choses sur Internet notamment. Alors, pour nos téléspectateurs, crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est dématérialisée et dont l'algorithme de fonctionnement est crypté. D'où le terme crypto, voilà, qu'on ne peut pas déchiffrer comme ça. C'est une sécurité aussi de crypter les échanges, voilà, pour protéger les utilisateurs. Et donc, WhosCoin, je me suis dit, on va reprendre le fonctionnement de crypto-monnaie et l'adapter chez moi, à la Martinique. Et donc, nous avons créé WhosCoin. L'idée, c'est de créer une valeur d'échange basée sur la solidarité. Qu'est-ce que c'est concrètement? On fait un coup de main pour une association et l'association nous crédite en WhosCoin. Et avec ces WhosCoins-là, on va acheter ce qu'on veut, du pain, de l'eau, des services, chez toutes les personnes qui acceptent le WhosCoin comme moyen de paiement. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de partenaires qui acceptent d'être payés en WhosCoin. On va parler d'agriculteurs, d'artisans, de coiffeurs, de consultants en communication, en immobilier, en architecture. Puis il y a aussi des artistes qui acceptent le paiement WhosCoin pour leurs prestations. Dernièrement, il y a une avocate qui m'a interpellé, qui m'a dit que pourquoi pas, sur les premières consultations qu'elle ferait chez elle, qu'elle puisse accepter le WhosCoin pour ça. Il y a aussi, par exemple, une propriétaire de logement qui fait de la location saisonnière, qui accepte que la moitié des loyers qu'elle perçoit soit réglé en WhosCoin. Donc aujourd'hui, effectivement, le réseau de partenaires, mon job, entre guillemets, c'est de l'élargir pour qu'il soit intéressant pour ceux qui ont des WhosCoin, de les avoir pour pouvoir les dépenser partout. Il y a par exemple un coiffeur aussi qui accepte le WhosCoin. Donc ça nous permet aujourd'hui de se dire, tiens, j'ai un besoin, par exemple j'ai faim ou j'ai besoin de me coiffer, j'ai besoin de ça, je vais faire quelques économies d'euros et dépenser, accéder à ce bien ou ce service avec des WhosCoin que j'ai pu avoir en faisant un coup de main. Donc c'est ça un peu la philosophie du WhosCoin, c'est de sortir un peu du monopole monétaire de l'euro et de fonctionner avec une économie basée sur la solidarité et le coup de main. Alors comment concrètement quelqu'un qui veut aller chez le coiffeur, qui n'a pas de WhosCoin, WhosCoin, mais qui veut payer avec cette monnaie-là, dont vous dites qu'elle est dématérialisée, comment il s'y prend? Il s'y prend tout simplement, il cherche où il y a un coup de main à faire. Aujourd'hui, le jardin partagé de Trenel organise des opérations comme celle-là, où il crédite en WhosCoin les utilisateurs, ceux qui viennent. Il peut aussi nous envoyer un devis. Aujourd'hui, on reçoit des devis en WhosCoin et on crédite les personnes qui font un travail, entre guillemets, pour nous. Par exemple, une Américaine était en vacances en Martinique et elle a entendu parler du WhosCoin et justement, il y avait un marché au jardin partagé de Trenel où on pouvait payer. Donc, on voit le marché là à l'écran. OK. On pouvait justement échanger des fruits et des légumes en WhosCoin. Et elle m'a posé la question, comment je fais pour en avoir? Ça m'intéresse. Il faut que je puisse manger la semaine prochaine. Et je lui ai dit, ton job, c'est effectivement son travail, c'est d'analyser des sites internet. Je lui ai dit, analyse notre site et je te donne une somme. En contrepartie, je te donne des WhosCoin que tu pourras ensuite aller Donc, on dépenser. utilise quelque chose qui nous est propre culturellement, le système de l'entraide. On le met donc à profit du développement ou alors d'élargissement de secteurs qui existent déjà ou alors de l'entretien. Pour que ces secteurs-là aussi s'autofinancent et se maintiennent, etc. D'accord. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Il est basé sur donc la culture de l'entraide qui est véritablement un système que nous connaissons très spontanément. On n'a pas besoin d'aller apprendre à l'école comment rendre service, mais je l'ai expliqué, beaucoup de gens croient que l'entraide ou le coup de main, c'est je prends, ou on me donne, je prends, et puis voilà, j'en ai fini avec les autres. Non, c'est une économie alternative qui n'a rien à voir avec le système capitaliste, mais c'est une économie. Ça signifie qu'on est dans une forme d'échange. Je donne, tu acceptes, tu prends, mais le circuit revient dans l'autre sens. Tu donnes, j'accepte,
et je paye, je paye ou bien voilà. Donc on est vraiment dans le don et le contre-don. On n'est pas que dans le prendre. Et c'est pour cela que donc on peut concevoir un système monétaire comme celui-là, on peut concevoir qu'il fonctionne. Moi, j'ai une compétence. Eh bien, je le mets au service d'un groupe, d'une structure qui en a besoin, et cette structure comment on dit ça, me paye ou en échange, me verse des WIScoins. D'accord? Ah. Donc, j'ai un compte. Oui. Et j'ai besoin d'acheter, voilà, d'aller chez le coiffeur ou chez, peu importe, chez le boulanger. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent, parce que c'est pas matériel, c'est une monnaie dématérialisée, comme vous dites, mais j'ai une sorte de carte de crédit ou quelque chose de comme ça. Ça se passe avec les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs. D'accord. Donc c'est une application. C'est une application et un site internet qui nous permet effectivement de faire des échanges en WOOScoin. Mais je voudrais expliquer comment une association fait pour en avoir, puisque je disais tout à l'heure qu'elle crédite les utilisateurs en WOOScoin, mais il faut d'abord qu'elle les ait. En fait, nous nous positionnons pour simplifier comme une banque centrale. C'est-à-dire qu'à WOOScoin, nous créons les nouveaux WOOScoins. On peut en créer autant qu'on veut. Maintenant, on ne va pas faire ça pour ne pas justement déstabiliser le système. C'est pour ça qu'on base la création de nouvelles unités de WOOScoin sur la solidarité. Donc, une association qui a besoin, on va dire, je prends souvent cet exemple, mais de nettoyer une plage. Aux Salines, une association à Sainte-Anne, elle nous dit j'ai besoin de 50 personnes et à chacune de ces 50 personnes, je donne 100 WOOScoins à la fin de la journée. Donc ça fait 5000 WOOScoins. Elle nous adresse un mail, un courrier, elle nous dit bonjour WOOScoin, j'ai besoin de 5000 WOOScoins parce qu'il y a telle opération à faire, tel jour, et on a 100 utilisateurs à qui il faudra créditer des WOOScoins. On analyse la demande et on les crédite. Peut-être que en observant la masse monétaire en circulation, on verra qu'il manque des WOOScoins en circulation. Peut-être qu'on va leur donner 6 000, peut-être qu'il y en a trop en circulation, on va leur donner 3 500, mais on va leur donner. Parce que un nettoyage de plage, ça rentre clairement dans nos valeurs, qui sont celles de l'économie sociale et solidaire, le respect de l'environnement, de l'homme, et voilà. Donc, une fois que nous faisons ce crédit à la structure, à l'association, elle se charge ensuite de faire la distribution et le crédit à tous les utilisateurs. Voilà. Mais vous lui faites ce crédit-là parce que cette association a déjà un compte ou bien elle va en créer un? Elle peut en créer un. Donc c'est une application simplement, c'est une application sur laquelle elle va enregistrer des données et auxquelles vous aurez accès pour lui faire ses versements? Voilà, nous... Pour la créditer, vous parlez de créditer. Voilà, on crédite son compte en fonction de l'analyse qu'on a faite et ensuite elle voit qu'effectivement son compte est crédité, qu'elle peut dépenser ses WOOScoins comme elle l'entend. Alors, comme elle l'entend, bien entendu, on a ce mail qui était là, le projet initial, et nous avons la possibilité de vérifier que c'est effectivement ce qui a été fait, à savoir, oui. David, alors vous avez dit leur donnant, c'est un don que vous faites, et est-ce qu'il est nécessaire de regarder les objectifs de cette association, parce que vous ne pouvez pas en donner à n'importe quelle association? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que justement la rencontre, le mail est essentiel pour savoir qu'est-ce qui sera fait de cet argent. Mais effectivement, nous donnons. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, je gagnerais sur ça, par exemple. Voilà, personne ne gagne. Et j'ai l'habitude de dire aux équipes, tant que je ne gagnerai rien, personne ne gagnera rien sur ça. On a vraiment une ambition d'entraide, d'aider notre économie, d'aider d'abord la Martinique et puis tous ceux qui voudront se joindre à nous. Et voilà, personne n'est rémunéré, on est association d'ailleurs, pour faire ça. Voilà. Alors, merci Roland pour la question. Mais maintenant, si cette association se propose de nettoyer les plages de Martinique, par exemple, il lui faut du matériel. Elle va investir dans ce matériel auprès d'une entreprise X. Il faut que l'entreprise accepte d'être payée en WOOScoin, ou bien est-ce qu'il y a des exigences? Jusqu'à quand, jusqu'à quoi, jusqu'à qui le réseau peut s'élargir pour s'approvisionner et est-ce qu'il faut qu'au préalable, il y ait eu des conventions avec plusieurs secteurs de l'économie, enfin, en tout cas du marché? Alors, pour le paiement WOOScoin pour les structures n'est pas obligatoirement
total. Enfin, j'essaie d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'on va dire une boulangerie j'ai rencontré un boulanger d'ailleurs avec qui on a eu cet échange. Il me disait, ouais, ça m'intéresse bien, mais je veux pas mettre toute ma boutique en Wooscoin parce que bon, j'ai des charges, etc. Je lui ai dit, mais imagine, tu dis le samedi, je vends 100 baguettes en Wooscoin. Voilà, là, on pense une convention avec 1 euro égale 2 Wooscoin pour bien expliquer. Tu sais que tu fais rentrer dans tes caisses, dans ton compte Wooscoin en tout cas, l'équivalent de 100 baguettes. Et tu te limites à ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vendu les 100 baguettes, ça passe en euros, le reste. Ça. Donc, par exemple, pour les consultants en communication, il y en a un, il me dit, bon, moi j'accepte le Wooscoin, mais pour les logos. Voilà, j'accepte le Wooscoin pour les communiqués de presse, mais le reste, ce sera en euros. Donc, c'est aussi ça. Et puis, il y a aussi un fonctionnement, ça c'est pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vend du jus en Wooscoin. Elle a opté pour une solution où elle dit, voilà, je vends 3 jus, le 4e en Wooscoin. Échangeable en Wooscoin. Pareil pour certains, notamment un coiffeur, qui dit, c'est à partir de la 2e ou 3e coupe que j'accepte le Wooscoin. Comme ça, on ne cherche pas totalement à renverser le système, mais à apporter une alternative qui permet de rentrer dans le système solidaire. Mais alors, sur le plan économique, qu'est-ce que ça donne? Alors, je comprends, donc vous n'êtes pas vous dites que vous ne cherchez pas à renverser le système, c'est une alternative, mais à quel niveau cette alternative devient intéressante pour le consommateur, en tout cas les utilisateurs, les usagers, je ne sais pas comment les appeler. Imaginez que vous n'ayez plus d'euros, ou rappelez-vous, quand vous n'avez plus d'euros au 10 du mois. Vous avez faim quand même entre le 10 et le 30 et il faut bien pouvoir manger. Donc si on sait qu'aujourd'hui le salaire étant écoulé, on a tout dépensé, il ne reste plus rien, on sait qu'on peut aller faire un coup de main quelque part, avoir des Wooscoin et avec ces Wooscoin là acheter des fruits et des légumes, etc. C'est en ce sens que c'est utile. Imaginez demain que vous puissiez faire l'équivalent de 300 euros de course en Wooscoin. Ça fait toujours 300 euros d'économiser que vous pourrez utiliser à faire autre chose. Et donc voilà, c'est aussi ça qu'on veut apporter aux... Mais est-ce que c'est pas un système finalement qui viendrait vraiment en aide? Parce qu'on parle beaucoup du fait que notre population ne sait pas gérer. C'est vrai qu'au 10 du mois, beaucoup des nôtres ont les poches vides. Est-ce que justement ça prendrait le relais? Mais en fait, ça entretient finalement le système tel qu'il est, sauf que, on va dire... Voilà, les pressions, les contraintes, les angoisses du lendemain sont peut-être un petit peu atténuées, c'est tout. Je ne pense pas qu'on perpétue le système, dans la mesure où les structures qui acceptent le Wooscoin, on s'assure qu'elles sont en accord avec nous sur nos valeurs. À savoir, comme je disais tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire. Il n'est pas question pour moi de faire rentrer une entreprise dans le système qui fait travailler les petits Chinois, qui entretient l'esclavage capitaliste. Le coup de main se passerait donc dans un réseau quand même où vous allez faire vendre des produits, par exemple, des produits de chez nous, et de petits agriculteurs, etc. Bien sûr. Donc ça reste OK. Bien sûr. Dans ce sens-là, on comprend, mais j'espère, chers téléspectateurs, que ça vous paraît intéressant. Autrement, vous m'avez dit que ce système-là intéresse, puisque vous êtes aussi dans des démarches de proposer ou de faire adhérer d'autres sociétés à cette monnaie dématérialisée. Alors, pour payer d'ailleurs, les gens ont une carte. Vous avez dit que c'est une application. Oui. Donc, il suffit de faire quoi, une petite opération. Oui, il faut aller sur le site wooscoin.com. Alors là, c'est juste le fond d'écran. J'ai vu que c'est la petite. C'est quoi? Voilà, wooscoin.com. Ça s'affiche à l'écran. Une fois qu'on arrive sur le site, on s'inscrit. Là, on crée son compte. Ça prend 2 minutes. Et dès la création du compte, d'ailleurs, on est crédité de 10 Wooscoin de bienvenue. Alors effectivement, nous souhaitons et nous sommes en discussion avec d'autres territoires. Aujourd'hui, nous avons des représentants donc à Paris, en Guadeloupe, à Madagascar, au Sénégal, en Australie et à La Réunion.
Et aussi, j'allais en Europe de l'Est, une Slovaque qui s'intéresse au WooScoin et qui est devenue notre Et pas la représentante Caraïbe, là-bas. pas beaucoup la Caraïbe? Ben, la Caraïbe, j'ai été voir notamment le consulat de Sainte-Lucie et nous avons échangé. Mais si vous voulez, pour aller plus loin dans la Caraïbe, je veux vraiment que le système soit entre guillemets opérationnel déjà en Martinique. Haïti, pour parler de la Caraïbe, souhaitait que nous avait invités à venir présenter le projet il y a quelques mois et justement je leur ai dit une semaine, 10 jours avant que j'estimais que nous n'étions pas suffisamment développé ici pour pouvoir me permettre de leur présenter un système là-bas. Donc, lorsque nous serons peut-être plus solides ici, s'ils acceptent et s'ils veulent toujours nous recevoir, nous allons en tout cas nous intéresser à la chose, mais à La Réunion. Et comment entrez-vous en relation avec tous ces gens, tous ces pays que vous avez cités là? En fait, nous sommes sur Internet, donc Internet ne connaît pas les frontières. Et lorsque nous avons commencé à parler du WooScoin, toutes ces personnes qui sont venues à nous parce qu'elles font partie de nos réseaux. Il y a des Martiniquais, par exemple celui de Madagascar, c'est un Guadeloupéen, donc il a entendu parler du WooScoin parce qu'un ami à lui avait partagé sur les réseaux. Pareil pour le Brésilien, qui est un Brésilien, c'est aussi un Guadeloupéen qui vit là-bas, qui m'a appelé, voilà, il m'a dit que ça l'intéresse. Et justement, par rapport au Brésil, Madagascar, ils sont intéressés par ce système WooScoin parce que ils me disent notre économie elle est comme ça à la base, basée sur le coup de main et l'échange. Mais nous n'avons pas de choses qui nous permettent de structurer, en tout cas d'avoir une historique de transactions. Et ce que permet le WooScoin. Et avec justement cette historique de transactions, on peut structurer l'économie. Donc c'est en ce sens qu'ils sont intéressés. Et puis je voulais surtout souligner l'intérêt de la Réunion. Nous avons un représentant là-bas qui est à la tête d'une confédération de 150 artisans et qui souhaite vraiment qu'on puisse commencer le développement. Il en a parlé aux autorités de la Réunion, au département, etc. Et en gros, il me demande quand est-ce qu'on fait le lancement officiel parce qu'ils sont prêts. Et ils sont prêts à lancer justement cette économie coup de main basée sur le WooScoin à La Réunion. Et vous avez des contacts avec des ministres français qui vous avez contacté l'État aussi? Oui. Voilà. Oui. Alors, les services de l'État, nous avons régulièrement des échanges parce que voilà, je me suis dit à la base de la création du WooScoin, il y a deux possibilités. Soit on fait quelque chose de totalement à part, soit on essaie de fonctionner avec, malgré tout, ceux qui dirigent le pays. Et j'ai fait le choix de véritablement travailler en concertation avec l'État. Donc nous avons, les réunions s'enchaînent. Aujourd'hui, nous avons... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, notamment suite à la réunion que nous avons eue avec le sous-préfet délégué à la solidarité, ces services nous ont dit que le système WooScoin va plus loin que ce que permet la loi française aujourd'hui. La loi française de 2014 de l'économie sociale et solidaire permet la création de monnaies locales complémentaires. C'est ça. Et en fait, moi je leur ai dit très clairement, lors de cette réunion notamment... Depuis 2010, oui. Voilà, que ces monnaies locales ont plusieurs limites qui, moi, me dérangent. En fait, telles qu'elles sont, en tout cas, dans la loi, telles qu'elles sont inscrites dans la loi, il y a quelques limites qui me dérangent. Premièrement, il faut des billets. Je dis souvent, si la Banque Centrale Européenne, qui a des moyens illimités, n'arrive pas à rendre ses billets falsifiables, c'est pas moi, avec mon imprimante de Fort-de-France, qui vais réussir à faire des billets qu'on ne pourra pas photocopier. Donc, déjà... si je crée 10, on va dire, Foyal Coin, avec une bonne photocopieuse, j'en fais 100 000 le lendemain. D'où l'intérêt de la dématérialité. D'où l'intérêt du système s'inspirant de la blockchain et de la dématérialisation. Deuxièmement, tel que la loi le prévoit, il faut autant on va dire, de Foyal Coin, je reste sur cet exemple, en circulation que d'euros dans la caisse de l'association qui gère le Foyal Coin. S'il y a 500 Foyal Coin en circulation, on peut avoir 500 euros. Mais s'il y a 2 milliards de Foyal Coin en circulation, où on va trouver 2 milliards d'euros.
Mais j'étais étonnée de vous entendre dire que vous avez la possibilité de créer autant que vous voulez, mais vous ne le faites pas, mais vous avez cette possibilité-là. Alors, oui. jusqu'où vous êtes dans l'inflation, vous êtes dans des stratégies inflationnistes, comment ça marche? Le but, c'est justement de développer le réseau de personnes acceptant le WusCoin, comme ça. Si on en crée, il faut bien pouvoir les dépenser en quelque part. Et plus il y a des gens qui acceptent le WusCoin, plus ceux qui en ont pourront les dépenser. Et justement, c'est comme ça qu'on va contrôler l'inflation. Il y a aussi, alors il y a quelques indications effectivement que je veux donner. Sur chaque transaction WusCoin, il y a 1% de contributions solidaires qui sont prélevées. Et ces 1% sont envoyés dans un compte qu'on appelle le collecteur. Et le collecteur sera géré par une association qui vient en aide aux malheureux. Donc ça, c'est déjà une chose. Le collecteur. Voilà, un compte qu'on appelle le collecteur, bon, on peut l'appeler autrement. Mais l'idée, c'est qu'il y a sur chaque transaction une partie qui est réservée à la solidarité. D'accord. Ensuite, il y a on va dire, il y a un plafond WusCoin. On ne pourra pas accumuler des WusCoin à l'infini, qui fait que voilà, on va rester dans un système d'échange et pas reconstruire un système capitaliste. Alors, Didier, je ne sais pas comment vous réagissez. Alors, on va demander à Roland de réagir tout de suite, mais Didier, j'ai pas l'impression que vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde. Vos projets sont plutôt différents, non? Pas tout à fait les mêmes chemins. Voilà, c'est ça. Disons qu'il y a un tronc commun de pensée, mais il y a des nuances. Mais que je vais exposer. D'accord. Roland, comment pensez-vous tout ça? Est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Oui, parce que comme disait Didier, justement, même s'il est dans une autre dynamique, toute cette solidarité que David met en avant, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'aide que ce WusCoin va apporter aux associations qui sont là, qui essaient de faire des choses et qui ne peuvent pas. Il a pris le cas de l'association des Salines, à qui on pourrait donner, et j'ai bien aimé le mot donner, des WusCoin, pour pouvoir aider à nettoyer une plage ou bien à faire autre chose. Et c'est cet aspect-là qui me semble très engageant et et c'est cette dynamique-là aussi. Je crois que c'est quelque chose que je peux partager. Parce que, je milite dans beaucoup d'associations, je milite dans des groupes qui ne sont pas institués en association. Et très souvent, on a beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets, et il nous manque des moyens. Et il y a des bénévoles, bien sûr, mais on ne peut pas demander aux gens d'être infiniment là à donner sans recevoir, comme il dit. Et c'est ce que vous disiez aussi, Juliette. Il faut donner, mais il faut recevoir également. C'est économique, c'est un circuit, pour que ça continue. Donc, donner aux gens ces petits, ce bagage en WusCoin va leur permettre de continuer à aider, mais aussi à s'aider eux-mêmes s'ils peuvent aller chez le coiffeur, s'ils peuvent aller chez le boulanger, et ça peut leur permettre de tenir le mois. Parce que très souvent, on n'a plus d'argent au 10 du mois. C'est pas parce qu'on a mal géré, parce que du 1er au 10, il fallait manger et tout l'argent est passé dans les frais, dans les traites, dans les choses à payer. Et voilà, dans les factures, dans les ci, dans les ça. Et certaines personnes ne savent pas gérer, mais je crois qu'il ne s'agit pas de mauvaise gestion, il s'agit justement du fait que les gens n'ont pas assez. On a parlé de pauvreté, on a parlé de précarité, et on est vraiment dedans. Oui, on est dedans. Mais je dis ça parce que je sais que quand l'argent arrive, les gens en ont tellement manqué que leur réflexe, c'est effectivement le supermarché qui en bénéficie. Les caddies débordent de partout. Mais après une semaine, mais c'est pas quelque chose de stigmatisant. C'est la réalité. Les gens sont aussi parfois dans des frustrations énormes d'avoir envie de choses que leur offre la société de consommation et de pas pouvoir se le payer. Donc quand le petit peu d'argent arrive sur le compte, hop, ils y vont. Donc c'est pas c'est
il ne s'agit pas de vous stigmatiser, c'est juste... Mais j'avais deux... Vous vouliez dire quelque chose, mais il faut qu'on écoute, parce qu'il me semble que le projet... Il me semble que le projet Didier et... on va en parler. Alors, dites-nous votre remarque, David, et puis on va écouter Didier. Oui, alors en fait, je voulais rebondir sur un propos qui a été dit, effectivement. Mais c'est une idée qu'on a eue avec notamment un manager d'artistes qui me disait, tiens, comment on ferait pour intégrer le Wooscoin dans l'économie de la musique? Et je lui disais, imagine... En fait, il me disait, si tu n'as pas 3 000 € aujourd'hui, tu ne peux pas faire un single parce qu'il faut payer le clip, l'ingé son, le compositeur, il y a beaucoup de frais. Mais je lui disais, imagine que ton ingé son, ton compositeur, le gars qui te loue la salle pour enregistrer, ils acceptent le Wooscoin. Qui fait qu'au final, tu as 2 000 €, disons, et puis le reste à payer en Wooscoin. Mais tu demandes à ton artiste qui est une communauté d'emmener ses fans sur un coup de main, sur une opération quelconque. Ils récupèrent des Wooscoin, on constitue une cagnotte et tu finances au final ton projet musical par la solidarité également. Donc il y a tous ces aspects-là qu'on peut voir. Sauf qu'ils ne sont pas bénévoles puisqu'ils vont être crédités d'un certain nombre de Wooscoin. Voilà, mais si chacun envoie, je sais pas, la moitié de ces Wooscoin, on constitue une petite cagnotte. Et voilà. Alors, c'est le rôle que vous jouez avec l'État qui m'interroge. Mais Didier, dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie? Oui, dites-nous. Alors, on a 10 minutes. Hein? On a 10 minutes pour terminer. Alors, en l'état, déjà, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous rassemble? Oui. Je vais parler du facteur temps. Le temps, c'est de l'argent. Je vais prendre cette maxime-là de départ pour que tout le monde saisisse bien la nuance. Quand je dis le temps, c'est de l'argent, c'est que la principale unité de valeur et la plus importante unité de valeur humaine, j'entends, de valeur ajoutée, c'est le temps. Le temps que l'on passe ensemble. Voilà, si c'est 1 heure, si c'est 4 heures, ça c'est... On gagne et perd de l'argent, par contre on perd toujours du temps. Et en gagnant, ça me paraît un peu compliqué. C'est pour ça que l'unité de valeur véritablement, c'est le temps en fait. Quel temps qu'on pourrait passer pour, comme dit David, nettoyer une plage ou faire un coup de main. Mais je vais vous inviter à prendre le billet là, qui est là, le billet de TMI, de le montrer. Vous voyez que c'est 24 couilles. Mais 24 couilles en dessous, il y a une unité de temps qui est peut-être à peine perceptible où c'est marqué 4 heures. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, j'en ai fait une monnaie locale, évidemment, basée sur une unité monétaire. C'est la parité avec l'euro. Considérez que 24 couilles, c'est 24 €. 24 heures. Et 4 heures de travail. C'est 4 heures de travail. 4 heures de travail. Alors moi, je vais vous dire, moi, au départ de Vivre, j'ai pas été payé en euros pour certains services de marketing, certaines compétences de graphique, quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai imposé le fait que je sois payé en temps. C'est tout. C'est-à-dire que si j'ai travaillé, entre guillemets, 4 heures de temps, j'ai accédé à 24 couilles. Vous êtes crédité de 24 couilles. Aujourd'hui, je suis le détenteur de couilles, mais qui a été payé en temps. Et contrairement à la monnaie dématérialisée, vous êtes... C'est le point commun. C'est-à-dire que c'est le point commun, sauf que, c'est une monnaie physique. Pourquoi? C'est une monnaie physique parce que, quoi qu'on en dise, on a beaucoup d'artisans, d'agriculteurs. Vous savez, moi, ma profession au départ, je suis manager à supermarché de proximité, mais j'ai un lien très, très direct avec les agriculteurs. On fonctionne avec de la monnaie physique. Mais il y a un objectif derrière la monnaie physique. C'est superposé. Aujourd'hui, vous voyez les différents ministres de la culture, entre guillemets, Eugène Mona, Frantz Fanon, mais demain, il n'est pas exclu d'avoir des sites, des monuments historiques ou la saison des fruits indiquée sur chaque billet. L'idée, c'est de faire circuler, je veux dire que c'est pas juste la nature économique, c'est faire circuler des éléments culturels de chez nous. Et rendre vivant notre culture. Je veux dire, un calendrier de saison des fruits ne doit pas être juste une idée ou quelque chose qu'on expose dans un musée. C'est quelque chose qui doit être répandu dans toutes les écoles. Moi, je trouve ça aberrant, par exemple. Je vais écourter la parenthèse, que les enfants ne sachent pas quand est-ce qu'il y a des mangos ou quand est-ce qu'il y a des agrumes. Ou même ce que sont mangos et agrumes, bien sûr. Quand je leur parle de vitamine C, je veux que les enfants de Martinique, et d'ailleurs, sache qu'on a un champion du monde de vitamine C, c'est la cerise. Oui. Alors ça, c'est, on va dire, sur la mise en forme, etc. Mais dans le projet, parce que vous êtes 3, on a saisi
la portée du caïdon. On essaye de comprendre votre proposition, parce que vous avez un autre modèle. Et puis, je crois qu'on a compris un peu celui de David, parce que David est dans une forme de complétude avec le système tel qu'il fonctionne là. Et vous, qu'est-ce qui vous caractérise ? Alors, il n'y a pas d'opposition, mais il y a une complémentarité, mais franche. C'est-à-dire que là où s'arrête, entre guillemets, le système dans lequel on évolue aujourd'hui, on l'a évoqué, la préhabitation, mais sous une autre forme, il y a des raisons profondes en fait, de ce que nous voulons. C'est-à-dire notre rêve profond. Quand je dis notre rêve profond, c'est ce en quoi on croit, c'est-à-dire que la façon dont on jardine, est-ce que c'est une façon monoculturelle ou on opte, c'est un choix en fait. Quand on parle de libre arbitre, c'est un choix de société. Est-ce que c'est un choix monoculturel avec les cultures qu'on connaît, qu'on met en avant ici, canne, banane, ou est-ce que c'est la diversification? C'est ça. Et la façon dont on mange, est-ce que ce sont on est partisans aujourd'hui malheureusement qu'on a beaucoup de familles qui sont étranglées économiquement. Est-ce qu'on continue à verser dans les cartons de 10 kilos de poulet, je dirais non conformes, conformisés entre guillemets par les normes européennes, mais demandez à des hexagonaux s'ils voient ça dans leur supermarché, je tiens pari, vous ne trouverez Bien pas. sûr, puis d'où viennent ces pilons de 1 euro. Oui. Alors, c'est cette vision où on prône l'option de la petite poule gemme qui est nourrie au mercure, au coco sec et aux herbes grasses du jardin. D'accord. C'est deux visions qui s'opposent. Donc, disons que moi, je sens que tous les deux, vous puisez dans le stock de nos traditions, notre patrimoine, notre culture. Là où je ne vous suis plus, enfin, pas vraiment, c'est par rapport à David qui va travailler avec l'État, l'impliquer pour agir sur une population dont on sait le niveau de précarité. Et vous dites que vous sortez donc du système de la plantation en proposant quelque chose qui va faire exister une économie de proximité véritablement locale, mais vous n'allez pas chercher l'appui de l'État, etc. Ou bien la reconnaissance. Pas forcément. Non. Mais j'ai envie de dire que les deux approches vont inéluctablement se rencontrer. Alors, on a déjà eu, il ne faut pas croire, on a déjà eu cet échange, David et moi. C'est inéluctable, parce que pour moi, c'est deux approches complémentaires. Il faut bien comprendre que moi, à mon niveau, je suis un peu naturellement proche du terrain, donc proche des agriculteurs, des artisans. Donc, j'ai envie de vous dire que, au départ, j'ai dit, je veux moins consommer la farine importée. Je dis, il faut que je cherche des facteurs de farine locale. Voilà. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que je suis parti, c'est tout bête, je suis parti peut-être de la tante qui allait chercher, qui faisait, on a tous une tante ou une amie de la famille ou un ami qui fait des liqueurs ou de fin d'année ou quoi que ce soit. Je suis parti de cette idée. J'ai dit, les créateurs et créatrices de richesse, sur place, on en a beaucoup. On a une multiplicité. Alors, c'est notre avantage parce qu'on a beaucoup de personnes comme ça, mais ça peut paraître être un inconvénient parce que c'est l'atomicité, entre guillemets, de toutes nos initiatives. En matière de jardin, la façon dont on cuisine, tous les jus qu'on propose. Oui, et c'est mettre en exergue, en fait, tous nos créateurs, en fait. Oui, on est d'accord. Tous nos créateurs, je comprends, mais sur le plan beaucoup plus structurel ou politique, par exemple, quand vous proposez de vraiment mettre en valeur la production locale, on sait que les politiques qui ont été menées chez nous, c'était quand même des politiques qui favorisaient essentiellement la production importée. Donc, est-ce que l'État voit ça d'un bon œil? Malheureusement, on nous fait signe qu'il faut arrêter, mais ce sont des questions... si vous avez d'autres questions, chers téléspectateurs, nos amis peuvent revenir, vous expliquer davantage, parce que c'est complexe. Donc en une émission, et puis avec 3 modèles différents, et on n'a même pas parlé de l'euro, parce qu'on a souligné le rôle de l'euro, mais on n'en a pas vraiment parlé. Donc ce serait intéressant, si vous avez encore envie que nos amis viennent vous expliquer les différences pour soit faire des choix, soit travailler sur les 2 modèles, ou bien vous impliquer dans les 2 modèles, puisque dans un cas c'est dématérialisé, dans l'autre cas, vous aurez des billets avec
voilà, des objets de la culture, du patrimoine, beurre des de artisans, voilà, vous avez Du tout vin de ça. mango. Voilà. Donc, les monnaies locales, il faut que vous sachiez qu'elles sont autorisées par la loi depuis 2010 et qu'elles sont, c'est vrai, complémentaires. Donc, on va tout à fait dans le sens de cette monnaie-là, David. Hein, le Wiscoin, c'est vraiment une monnaie complémentaire. Chez Didier, il y a une dimension qui n'a pas vraiment exposé, mais voilà. Peut-être que vous allez entrer en contact avec lui. Quel est votre site? Parce qu'il faut, Ah, je faut vais qu'on directement. Moi, j'ai aucun Ou souci votre avec ça. téléphone. Mon téléphone, 309 324 Un portable. 06 96. Un portable, 309. donc appelez Didier 324. et demandez-lui. Et vous, David, vous voulez donner votre téléphone? Oui, vous pouvez nous joindre au 06 96 245 730 et puis sur notre site internet wouscoin.com. Wiscoin.com. WOUSCOIN.com. Voilà. C'était écrit, cher téléspectateur, vous avez vu. Et puis, Rolande, donc on rappelle que Rolande est historienne, qu'elle travaille aussi sur notre société, qu'elle a écrit un livre très important sur l'histoire. C'est l'histoire du Parti communiste. Histoire plus, pas du parti, mais du communisme Du à la Martinique. communisme à la Martinique. Voilà. Et puis bon, des hommes D'accord. qui ont fait beaucoup de choses, qui ont permis à la Martinique d'être ce qu'elle est, C'est ça. et dont on parle très peu. Voilà. Et puis, vous avez entendu son exposé sur le Caïdon. Ben, vous pouvez aussi la contacter. Si elle ne veut pas donner son téléphone, appelez Zouk TV pour demander. Appelez la rédaction. Appelez et, la rédaction. voilà. Je vous rappelle que Clapopo, qui est martiniquais maintenant, qui vit ici depuis très longtemps, a écrit un livre, lui, sur les systèmes monétaires qui existaient donc en Afrique et qui existent aujourd'hui, puisque vous êtes dans le franc CFA. Alors, moi, je voulais remercier donc Yannick et François, parce que c'est une chose que j'oublie assez systématiquement et je m'en veux beaucoup. Et je remercie aussi Manuela, Emmanuel Granier, tous ceux qui nous permettent de vous parler et de venir avec des thématiques parfois un petit peu compliquées. Mais mettez votre grain de sel là-dedans pour qu'on puisse aussi faire monter la mayonnaise ou je sais pas ce qu'il y a à faire monter pour que ça, les échanges deviennent plus efficaces parce que notre projet reste un projet pédagogique. Et puis, je voulais vous dire, si vous avez envie aussi de vous former à un certain nombre de problématiques, alors on appelle ça l'estime de soi, j'aime pas du tout ça, c'est vous faire prendre conscience de votre environnement, comment il a des répercussions sur votre personnalité, la relation de parents-enfants compliquée parce qu'on ne comprend pas beaucoup les jeunes et les étapes par lesquelles ils passent pour devenir jeunes, et puis connaître son environnement. Ce sont des formations que j'anime. Si vous avez envie de venir vous former à votre réalité proche, rencontrer aussi les Cui, rencontrer les Wiscoin et rencontrer, pas les Caïdons, parce que c'est un temps révolu, eh bien faites-nous signe à la rédaction, demandez à Manuel Montlouis, 71 27 27, et puis manifestez-vous. On vous remercie d'avoir été là, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant parce que la monnaie détermine aussi votre pouvoir d'achat et peut-être bien d'autres aspects de votre vie. Alors, passez un bon moment et puis on se voit dans un mois. Voilà, à bientôt.